Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du SECO. Moi, c'est Jérémy Martineau. Je suis accompagné ici de Laurie. Cet épisode-ci, aujourd'hui, on va être en compagnie de Jacob Desjardins, aussi connu sous le nom de Errance, qui est un compositeur et interprète au synthétiseur modulaire. On a un beau synthé modulaire derrière nous pour mettre ça de l'avant. T'es à fin bac, maîtrise, j'étais pas sûr. Où est-ce que t'es rendu exactement dans ton parcours? Non, là, je suis à ma deuxième année au bac. OK. Mais je suis en transition potentielle vers un doc, en fait. Ah ouais, hein, de passage accéléré au doc? Ben, dans le fond, parce que moi, j'ai déjà fait une maîtrise en études urbaines, OK. en sociaux, Ouais. si on veut. Puis ça fait quand même plus que 10 ans que je suis dans la scène de la musique expérimentale. Avec un gap où j'ai pris une pause pour faire d'autres choses. Mais donc, ouais, finalement, en venant au bac, je me suis aperçu que j'avais comme le goût de pousser plus loin, de continuer plus dans la recherche. Fait que, ouais, c'est ça. Cool. J'ai fait une demande d'application au doc récemment. Donc, je te souhaite. On va croiser, effectivement. Donc là, exact. est-ce que tu passerais au doc comme la session prochaine? À l'hiver. Ah ouais, hein? Ouais, Cool. Exact. OK. Doc en composition, Ouais. création. Ça. Avec quel directeur ou directrice? Dominique. Dom? Cool. Super. Ce qu'on a remarqué, en fait, c'est que tu composes beaucoup pour des albums ou des trames sonores. Est-ce que tu composes pour d'autres médias ou c'est pas mal tout le temps le médium auquel tu vas... C'est pas mal le médium auquel j'applique ma musique, dans le sens où j'ai fait beaucoup de live entre 2014 puis 2016, surtout. OK. Mais je pense que j'apprécie quand même de faire de la musique derrière un écran, dans le sens en studio pour un album, pour une trame sonore. J'apprécie quand même. Je pense que c'est pas la même manière de se préparer, c'est pas la même manière de penser les choses. C'est quand même le fun, la communion d'être sur la scène, mais pour moi, c'est vraiment, quand je suis sur une scène, c'est plus pour être avec des gens que pour présenter mon affaire à moi. J'aime ça partager comme une expérience musicale plus que de jouer mon affaire à moi. Donc, quand tu vas composer de façon plus solo, ça va surtout se tourner vers le studio à la maison, où est-ce que, justement, tu es plus en solo, même dans la présentation du truc. Mais tu restes toujours ouvert à des collaborations pour faire du live. Puis c'est plus le partage avec les autres musiciens qui t'intéresse que de faire des shows pour showcase ta musique. Cool. Est-ce que tu as fait des installations? Est-ce que tu as fait d'autres genres de trucs ou surtout concentré sur le son? Non, c'est vraiment concert puis musique pour l'image, dans le fond. Cool. C'est vraiment ça. Là, je prépare une installation, en l'occurrence, en ce moment, mais c'est la première fois que je fais ça, dans le sens j'essaye quelque chose. Je suis pas sûr, mais c'est ça. L'exploration se passe bien, c'est le fun? Ouais, c'est le fun, mais c'est ça. Mais ça reste quand même... c'est un peu le même processus que je fais d'habitude, dans le sens où j'ai pas besoin d'apparaître, moi. Je compose à l'arrière, puis ensuite de ça, c'est comme... Au moins, la présentation reste... Tu restes au retrait un peu en arrière du truc, là. Est-ce qu'il y a cette installation-là, est-ce qu'il y a une présentation qui s'en vient? Est-ce qu'on ouais, aux ultrasons cette session-ci. Cool. Ouais, bon, ben on vous invite aux ultrasons, chère communauté du SECO, pour venir voir l'installation à Jacob. Exact. Aujourd'hui, je voulais qu'on commence avec ton dernier album, Timbre oblitéré. Est-ce que tu voudrais nous parler un peu comment, pourquoi il a été composé? Ouais. Dans le fond, en fait, c'est ça que je disais tantôt. Moi, comme de 2016 à comme 2020, j'ai pris mes distances avec comme la scène, la musique. Je pense que j'étais comme vraiment plongé dedans par le biais comme du free jazz, de la musique improvisée, en tant que batteur à ce moment-là. OK. Puis j'ai comme décidé de me concentrer plus sur le politique, le social. C'est ça que j'ai décidé de faire pendant comme 4 ans de temps. Comme principalement. Mais bon, ça m'a rattrapé. J'avais comme vraiment un besoin de comme me remettre
dans la musique comme rapidement. J'ai commencé en disant OK, je vais me remettre en jouant du sax. Fait que j'ai pris des cours de sax pendant 2 ans avec Élise Vendée, que je connaissais de la scène de musique expérimentale. Puis ensuite de ça, c'était comme un rêve, un fantasme de jouer avec des modulaires. Mais je me disais, c'est comme ça. C'est trop dispendieux. Je serais pas comme... J'y arriverais pas. Puis finalement, je me suis dit, OK, j'y vais à 100%. Puis comme ça... Bon, les gens qui font du modulaire, c'est un trou sans fin. C'est un peu comme... c'est un malheureux trou sans fin, c'est ça. Mais j'ai vraiment trouvé comme la ligne. Je pense que ça rentre dans la continuité de comme la musique improvisée pour moi, dans le sens la manière que j'approche cet instrument-là. Mais j'ai comme vraiment voulu me peaufiner comme l'aspect plus composition que performance. Mm-hmm. Je pense pour moi, c'est pas clair s'il y a une énorme différence entre le moment de composition puis comme est-ce qu'il est possible d'improviser et de composer. Je pense que c'est comme un débat ou une discussion qui existe encore aujourd'hui. T'as-tu un parti pris? Non, j'ai aucun parti pris par rapport à ça. C'est une question ouverte. Moi, je suis pas un spécialiste de cette question-là. Mais dans le fond, mon coloc, en 2021, a parti un projet d'un documentaire avec Rodrigue Jean, qui est en l'occurrence le frère de Monique Jean, okay. Mais qui est un réalisateur québécois qui a fait des documentaires puis des fictions. Puis là, ensemble, on a décidé de réaliser un documentaire sur la grève de 2012 à l'aube des 10 ans de la grève de 2012. Donc, on a discuté que je pourrais faire la musique, mais on est allé un peu comme tranquillement dans le truc. Puis finalement, c'est moi qui s'est lancé complètement dans cette musique-là. Puis ça a vraiment débloqué le truc chez moi que je pense que c'est ça qui m'intéresse. En fait, c'est de donner du sens à la musique que je compose. Puis je pense que, bon, par l'image, c'est un peu facile parce que, bon, il y a un contexte, il y a une image des fois. Une narration aussi dans le contexte documentaire qui aide beaucoup aussi. Hein? Oui, c'est ça. Quand même pas mal l'abstraction de la chose. Exact. Mais aussi, pour moi, comme plus un sens ancré dans les choses qu'on fait, les choses auxquelles on croit. Je pense, pour moi, c'est vraiment important de donner du sens à ce que je fais, pas juste dans une recherche de genre l'esthétisme ou l'aspect technique ou comme... C'est moins ça qui m'intéresse que comme qu'est-ce qui fait sens dans ce que je fais, pourquoi je fais les choses que je fais. Puis avec le documentaire sur 2012, ben pour moi, ça allait quand même de soi. Puis c'est de là, dans le fond, la manière dont on fonctionnait plus ou moins, c'est que je composais des longues pièces génératives que je leur présentais après ça, comme on pourrait focusser sur cet élément-là. Donc je revenais, je changeais un peu la patch, puis comme je construisais une grosse pièce générative, disons, vraiment intense pendant comme une semaine, où je pouvais passer comme 10, 12, des fois 20, 30 heures dessus, tu sais, jusqu'à temps d'avoir comme une espèce d'épais nuage de texture générative. Puis ensuite de ça, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était comme de composer la musique, de bâtir une idée, de l'enregistrer, puis de leur donner un peu le champ libre de faire ce qu'ils veulent avec ça. Donc, plus le côté curateur, par exemple, leur est revenu au réalisateur, tandis que toi, tu as juste créé une bunch de matériaux assez longs pour qu'ils puissent aller cibler certains moments. Exact. Puis je leur ai dit, si vous voulez, genre, le cruncher, le ralentir, le découper, le reverse, vous faites ce que vous voulez. Moi, je veux pas que la musique, elle serve ton propos. Mon propos, c'est le film, c'est votre film, tu sais. Genre, j'y participe aussi.
Ouais. Donc, est-ce que tu as comme un attachement personnel avec la matière que tu composes ou est-ce que c'est comme ça semble vraiment juste libre aux autres de faire ce qu'ils en veulent? C'est-à-dire, j'ai un attachement parce que comme je peux passer, je pense pour n'importe qui creuse le timbre ou des sons vraiment fins, tu vas passer des heures à essayer de chercher ce son-là. Fait qu'il y a carrément un attachement, sinon ça serait en vain de juste creuser l'idée de sculpter un son. Mais en même temps, je trouve ça intéressant qu'une fois l'avoir fait, ça m'appartient pas, tu sais, dans le sens où... C'est pas une finalité, c'est pas... Non, c'est ça, je trouve ça intéressant que, en fait, même... Je veux dire, moi, je l'entends comme d'une telle manière, mais après ça, je le présente à quelqu'un d'autre, puis ça lui fait sentir comme ça, tu sais, d'une autre manière. On peut jamais prévoir vraiment. Exact. Donc, pour moi, c'est un peu ça aussi, c'est comme... C'est pas fixe, l'objet. C'est pas un objet fixe, sinon ça se mue un peu dans la manière dont ça va s'appliquer ou se transposer ou se présenter, c'est ça? Je pense que l'idée de la bande sonore fonctionne un peu comme ça aussi par elle-même. Tu sais, oui, présentée dans le contexte du film, elle a une manière d'être interprétée, tandis que si tu l'écoutes toute seule sans le film, il y a complètement une autre manière d'interpréter la chose ou d'écouter la chose. Donc, ça va vraiment un peu dans cette idée-là où est-ce que, oui, tu composes quelque chose, mais qui n'a pas une forme finale de présentation qui va toujours être la même à chaque fois. Et par le fait même, une interprétation qui va être différente de chaque personne, dépendamment du contexte, dépendamment de la personne, dépendamment de tout, en fait. C'est ça. Puis, je pense que qu'est-ce qui était le fun? En fait, dès le début, je me disais... dès le début, je pense qu'à un moment dans le processus, je pourrais pas dire quand nécessairement, mais comme assez rapidement, je me suis dit, OK, je pense que... Dans le sens, j'avais un attachement assez grand, mettons, aux pièces composées que je me disais, j'aimerais ça en faire un album, tu sais. Puis, des 13 morceaux que j'ai faits, 13 à peu près, c'est pas tous les morceaux qui ont apparu dans le film. Donc, à partir de là aussi, moi, j'ai pris certains... C'est à peu près la moitié de l'album qui est apparu dans le film, puis l'autre moitié qui est pas dans le film. Donc, c'est comme si la musique du film avait une vie juste indépendante en dehors de ce film-là. Tu sais. Puis est-ce que tu as, dans le fond, repris certaines portions de ces trucs génératifs-là que toi, après, tu as curated, tu as fait un peu... Exact, j'ai fait le choix. C'est ça. Okay. J'ai fait un choix, je les ai écoutés de long en large, puis j'ai dit, OK, moi, c'est là que je trouve que c'est le meilleur bout, puis j'ai construit un album. C'est quand même un long album, là, c'est 55 minutes. Donc, ouais, moi, je suis vraiment parti de là pour choisir les pièces. Il y avait déjà des morceaux quand même plus courts qui étaient moins... c'est parce que j'avais des morceaux, des pièces génératives de comme 30 minutes. C'est parce que des fois, il y a des événements dans les trucs génératifs comme ça qu'il faut vraiment que tu les laisses rouler longtemps si tu veux que telle ou telle chose apparaisse, parce qu'en même temps, ça pourrait être intéressant juste d'enregistrer des 2 minutes, puis... plein de fois, au lieu de le laisser rouler. Au lieu de le laisser rouler. Je me demande si ça arriverait... ça arriverait pas au même résultat parce que c'est génératif, mais est-ce que ça pourrait arriver à un résultat similaire? Ça va se poser la question. C'est ça, mais c'est parce qu'il y a des événements qui loupent seulement dans une journée, littéralement. Dans le sens... mais dans le sens, il y a des modules que tu peux programmer, que le délai de looping est tellement long que... véritablement que les mêmes matières se rencontrent au même moment, ça se peut que ça soit dans 2 jours. Fait que c'est un peu là-dessus aussi, je pense, qu'il y a le fun pour moi, de jouer avec le génératif, c'est comme... Ça te permet d'écouter beaucoup. D'attendu, inattendu. Puis t'es comme vraiment plus, tout à coup... je sais pas, ce qui m'a toujours plu de la musique générative, c'est que t'écoutes une pièce, tu peux l'écouter 100 fois, puis... à un moment donné, il y a quelque chose qui apparaît qui, on dirait, t'as jamais porté ton attention dessus, parce que souvent, il y a une épaisseur, une opacité tellement grande que il y a certains sons qui sont comme dissimulés ou qui apparaissent moins évidents, puis là, tout à coup, c'est comme si la pièce se révélait d'une autre manière. Il y a comme quelque chose de... Ouais, des fois, il y a une espèce d'espace qui se crée dans tout ce chaos-là, puis il y a une petite affaire qui ressort que tu n'avais pas entendue. Ou peut-être que tu avais entendu, mais de façon complètement différente. Exact, oui. Ouais.
C'est cool. Est-ce que tu es retombé un peu dans le processus de création ou après le film, par exemple, pour faire l'album, as-tu recomposé certains trucs ou ça a vraiment juste été le travail de curation? Non, ça a vraiment été un travail de sélection, de découpage, de mixer. Puis, dans le fond, c'est ça, l'album a été masterisé par Philippe Vandal, avec qui j'ai joué de 2013 à 2015. On avait un duo ensemble qui s'appelait Orient. Moi, j'étais à la batterie, puis lui, il était à guide, pédale électronique. Donc, c'est ça, c'est lui qui a masteré l'album. Puis, ça a été produit chez Humidex. OK. Donc, il y a eu des copies physiques, il y a eu il y a des copies en cassette, oui. De travailler avec un label. Est-ce qu'il y a eu un processus de marketing avec l'album, avec le label, ou pas? Pas vraiment, non. Okay. Non. Ben là, non. Puis t'as lancé ça quand? Je pense que j'étais là. C'était Ça fait pas si longtemps. C'était en avril. C'était à la fin du mois d'avril 2024. Je me rappelle plus la date exacte. Mais, à la Soterenia, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis, ben tu vois, là, ça, j'avais préparé un live pour ça. J'avais monté un live qui était un peu dans l'esprit, mais j'avais pas... On dirait pour moi, ces patchs-là, c'est comme, elles sont faites, elles sont finies, tu sais. Je les mets devant moi. Après ça, avec comme de la synthèse concaténative, j'ai été pigé des espèces de morceaux, puis j'ai fait une espèce de nuage de l'album à certains moments pour comme évoquer. Mais mon but, c'était pas de rejouer ce que j'avais déjà joué. On dirait pour moi aussi ça, avec les pads génératifs, comme je l'ai fait, puis à un moment donné, je fais juste... Je débranche tout, puis c'est fini, merci, bonsoir. Là, dans le sens, l'idée est reproduisible, mais je suis pas attaché à ce que ça soit comme je vais falloir que je la refasse exactement pareil. C'est sûr, si je me prépare pour un live, je débranche pas avant le live. Là, ça peut être pratique. Moi, je le fais souvent. Tout débrancher mon patch avant, juste pour le refaire tout de suite après. Ça te permet de vraiment mieux comprendre ton patch, là, souvent. Mais effectivement, surtout, je pense, le fait que ça soit génératif fait en sorte que ça va jamais être la même affaire. Anyways, que tu refasses le même patch ou pas. Fait que effectivement, juste travailler à ce que ça soit dans les mêmes ambiances sonores, les mêmes matériaux. Pour ceux et celles qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la synthèse concaténative, en gros, c'est que tu vas prendre plein d'échantillons dans un gros bassin d'échantillons. Donc, dans ton cas, ce qui était probablement tes 30 minutes génératifs. Puis, ça crée une espèce de gros nuage XY, des fois Z, dans lequel on peut se positionner puis aller chercher les samples. Donc, ça te permet de naviguer au travers de cette grosse banque de sons-là qui existe déjà, que tu as faite pour l'album, sans avoir nécessairement à la resynthétiser ou à la refaire au complet. Ça existe tout à l'intérieur de ça, puis tu peux vraiment facilement te promener à l'intérieur de tous ces samples-là. Puis ce qui est bien, c'est qu'elles sont réparties... Bon, ça dépend des descripteurs qu'on choisit, mais elles vont être réparties selon certains attributs, soit le spectre, soit la fréquence, soit le timbre. Je sais pas, on pourrait être créatif puis imaginer plein de sortes de descripteurs. C'est ça, d'ailleurs, j'ai une idée d'un descripteur géographique. Ah, cool. Mais c'est ça. Mais aussi, en plus, il y a plein de manières de jouer avec la synthèse concaténative, dont celle que j'utilisais pour le live, en l'occurrence, c'était d'envoyer dans le input, dans le fond du synthétiseur, envoyer une des tracks que j'avais préparées pour le live. Puis elle, dépendamment de la proximité spectrale ou du timbre, va aller sélectionner les sons de cette manière-là. Okay. Le déplacement entre les sons se fait par la proximité qu'est-ce qui se passe dans ton synthé versus qu'est-ce qui a été emmagasiné dans le synthétiseur concaténatif. Super cool idée. Ouais. Fait que ça donne comme une espèce de corrélation entre les sons qu'il y a dans ta banque puis ce que tu es en train de performer. Je pense que ça peut être intéressant aussi même pour la musique improvisée, comme une espèce de communication. Ouais, tes gestes sur ton instrument vont être transmis dans l'ordinateur qui fait la synthèse concaténative aussi. Tout est vraiment lié à ta performance, dans le fond. Là. C'est pas deux entités séparées que tu essaies de gérer en même temps.
Super cool. On se demandait, nous, on était assez jeunes. Dans mon cas, moi, j'avais 14 ans pendant la grève étudiante de 2012. Donc, je ne l'ai pas vraiment vécu. Est-ce que tu voudrais nous en parler? Comment toi, tu l'as vécu? Tu étais où à ce moment-là? Comment est-ce que ça t'a marqué, cet événement-là? Ben, moi, j'étais à Marivic à cette époque-là, au cégep de Marivic-Lorrain. J'étais en batterie jazz. Dans le fond, moi, j'ai fait un cégep au cégep du Vieux avant, 1 an au cégep du Vieux, 2010-2011. Puis 2011, j'ai changé à Marivic. Puis ensuite de ça, il y a eu la grève. Puis après la grève, j'ai fait une session. Puis après, j'étais comme, non, je peux pas être ici. Dans le sens... C'est pour ça que je disais tantôt, en même temps, je suis resté dans la musique, mais à travers. Je pense que la grève, ça a eu plein d'impacts. D'abord, pour moi, le politique, c'est central à ma vie, dans le sens où j'ai comme un besoin que ça l'occupe une place importante. C'est pour ça que je parlais du sens de la musique que je fais, disons, ou de d'autres choses. Bon, après ça, je suis pas sans paradoxe, là, comme n'importe qui. Mais aussi, je pense que ça l'a fait en sorte que j'aie une approche différente, ou en tout cas une vision différente de la musique, disons. Puis à travers ça, je pense que c'est... Je me rappelle plus exactement le chemin que ça a pris pour que je rencontre les gens de La Passe, qui était un lieu qui a fermé en... Là, je veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que c'est 2017 que le bâtiment a fermé, ou 2016, qui était sur de la montagne, entre Sainte-Catherine et René-Lévesque. Okay. Ce qui serait comme impensable, on dirait, aujourd'hui qu'il y ait ce bâtiment-là. Mais même à l'époque, c'était comme fou qu'il y ait une espèce de... Qu'est-ce que c'était, ce bâtiment? Dans le fond, c'était un collectif. C'est le collectif La Passe. Puis c'était dans un ancien bâtiment de la CSDM, la Commission scolaire de Montréal. Puis, à l'intérieur de ce bâtiment-là, il y avait la médiathèque Gaétan d'Hostie, qui était un peu un genre de musée de la poésie québécoise, de la littérature québécoise. C'était vraiment un beau bâtiment, comme des plafonds super hauts avec des planches en bois. Tu marches, ça craque tout le temps. Puis, il y avait des archives incroyables de la poésie québécoise des années 70. 60-70, de parti pris surtout, mais aussi même des archives du FLQ. C'était vraiment un lieu qui était chargé culturellement, politiquement, mais qui était aussi investi, c'est ça, par le collectif La Passe, qui est né post-grève de 2012. Okay. Qui avait plein de fonctions. Il y avait une librairie avec une sélection de livres sur plein de thématiques politiques. Il y avait une imprimerie. Puis, il y avait aussi un lieu vraiment plus dédié au spectacle. Fait que vraiment comme un lieu où, à chaque semaine, il y avait des concerts de musique improvisée à toutes les semaines. C'était vraiment un lieu, pour moi, hyper enrichissant, puis comme un lieu de communion aussi, dans le sens où on rencontre des gens, on joue avec des gens, comme un lieu de discussion. Un beau lieu alternatif pour créer une communauté. Ouais, c'est... Dans les différents arts aussi, est-ce que je comprends? Là? On essaie de regrouper le plus de disciplines possible. C'est ça, puis je pense... Honnêtement, j'ai pas revu depuis la fermeture de La Passe, j'ai pas revu un lieu où il y avait comme un truc fort autour d'un lieu, tu sais, dans un lieu. Je pense qu'il y a plein de gens qui essaient de faire des choses, puis qu'il y a comme des intentions, puis les gens ont comme un besoin de ça. Mais pour l'instant, ça s'est pas encore matérialisé pour plein de raisons, notamment le logement. Dans le sens, le loyer, je pense que c'est le premier truc, mais dans le sens, la CSDM a repris le bâtiment pour cause de champignons. C'était un peu nébuleux pour la raison des champignons, mais... donc, c'est ça. Fait que moi, ça m'a comme...
c'était d'être investi dans ce lieu-là par les amitiés puis par le fait de jouer aussi. Je pense que ça venait combler ce truc-là du sens, finalement. Puis c'est ça, la grève, pour moi, c'est vraiment ce moment cathartique, si on veut, je pense, des 13 dernières années. Je pense que j'ai pas ressenti une effervescence comme sociale, je dirais pas unilatérale, mais où c'est vraiment comme répandu à travers à une grande échelle, puis comme t'es avec du monde, puis comme tu sais, il y a une fébrilité, tu sens, c'est comme excitant parce que... d'espoir lié avec ce genre de mouvement-là aussi, là. C'est ça, puis comme un sens à nos actions, un sens à comme pourquoi on croit en ce qu'on croit, puis je sais pas, pour moi, ça l'a vraiment changé. C'est pour ça que c'est après ça que j'ai décidé de faire un bac en sciences politiques, puis ensuite de ça, de faire une maîtrise en études urbaines. Je pense que c'était comme la séquence. Après ma maîtrise, j'étais vraiment tanné. T'as reviré de l'autre bord, dans le fond. Ouais. J'étais comme, j'ai vraiment besoin de faire des trucs plus pragmatiques, mettons. Puis j'avais vraiment le goût de creuser après le film sur 2012, justement. J'avais le goût, je sentais que, en fait, je pouvais pas me séparer de la musique. C'est juste trop présent dans ma vie, même depuis que je suis jeune. J'ai toujours joué de la musique, tu sais. Puis, comme dans cet album-là, dans la musique de ce film-là, comme j'imagine que tu as voulu mettre toute cette charge émotionnelle dans ta trame. Oui, c'est ça. Ben, on a eu beaucoup de discussions par rapport à ça parce que c'est pour les personnes qui l'ont vu, c'est un film assez difficile à voir, honnêtement. Je sais pas si vous l'avez vu, mais des extraits. C'est quand même... c'est first person. L'événement en tant que tel est vraiment quelque chose, là. C'est ça. Fait que j'imagine que le film voulait aller chercher une espèce de sentiment. Je pense que le film, c'était aussi comme une espèce de... Je sais pas, c'est difficile à dire, mais le point central, je pense, c'est la question de la violence, la question des corps, la question de se mettre en jeu pour la cause, pour des causes, peu importe. Mais il y a vraiment comme cette centralité-là, puis c'est vraiment un film où on est comme en first person. Ça bouge beaucoup, c'est comme... Il y a des moments de lenteur, mais c'est parce que des fois, c'était ça, les manifs durent, je sais pas, comme une journée de temps, c'est interminable. C'est super long, puis en même temps, c'est super intense aussi. Fait qu'il y a comme un espèce de... Il y a comme deux niveaux où ça dure longtemps, mais c'est vraiment chargé. Là, ouais. Donc, c'est ça. Puis dans le film, on voit beaucoup de violence policière. Là. Fait que c'est ça. T'es comme agrippé après ta chaise. Fait que l'idée, c'était comme... C'est sûr de charger la musique avec comme la manière dont moi je me sens. Donc, je pense comme on se sent. Mais... On dirait la difficulté, c'était pas d'amplifier l'espèce d'horreur ou... Puis en même temps, on voulait pas être trop nostalgique. Je sais pas, c'était comme difficile de naviguer des fois parce que vite, tu tombes dans la nostalgie ou comme dans l'espèce de truc classique de documentaire ou de film, juste des espèces de drones vraiment épais, quand même plats, pas texturés. Fait qu'on essayait... Je pense que des fois, ça ajoute quand même du stress, la musique, là, pour des amis qui l'ont vu, qui disaient « Ah ouais, c'était vraiment stressant », malgré que la réception était quand même favorable. C'est ça. Je dirais pas qu'on a échoué ou réussi par rapport à la musique, mais c'est ça. Je pense qu'on essayait de naviguer un peu pour comme... amener un peu d'incertitude, mettons, à la fois comme un truc auquel on veut se rattacher à travers la musique, mais sans être trop mielleux, tu sais. Fait que on dirait que c'est... Des fois, c'est un peu de la musique, je sais pas, douteuse ou... je sais pas, c'est comme... On navigue entre les scènes, puis comme...
je pense des fois, il y a deux profondeurs. Tu regardes le film, puis la musique, on dirait qu'il y a comme deux émotions qui se superposent parce que aussi, on voulait créer une espèce de moment où tu regardes le film, puis tu as l'impression que c'est-tu vrai ou c'est pas vrai. Tu sais. OK. Il y a vraiment des scènes où c'est comme... On dirait que ça a été La prévu. fiction Là, à tu sais. Hollywood, là, ouais. C'est vraiment... Il y a comme... Le narratif est fort, genre, même s'il n'y a pas beaucoup de narration là, dans le film. La narration a été faite par Safia Nolin, puis c'est comme une voix off tout le long du film. Fait que c'est très... Est-ce que ta compo en a pris compte de cette voix off-là? Non, parce qu'elle est arrivée quand même tard OK. dans le processus. Ouais. Ouais. Donc, c'est plus après, dans le montage, qu'eux autres ils ont fait la job nécessaire pour que ça fitte. Là. Mhm. Très cool. Moi, j'ai une petite question à laquelle j'aimerais peut-être revenir. À ce que j'ai compris, ta pratique de modulaire est assez récente, genre 2022? 2020. 2020, OK. Ouais. Ah ouais, hein, en plus, en plein dans la pandémie. C'est-tu ça qui t'a fait un peu plonger, qui t'a donné le go parce que tu avais plus de temps pour tomber dedans? Ou... Non, parce que j'étais en train de rédiger mon mémoire. Donc, OK. pas vraiment plus de temps. Non, je sais pas. C'était juste... c'était-tu la pandémie? Peut-être. Je sais pas. Je pense que c'était juste genre l'appel de comme je dois faire de la musique, peu importe. Dans le sens... C'est pour ça que je disais, c'est comme... Je voulais... En fait, les deux sont arrivés en même temps. C'est comme le sax puis le... Puis là, à un moment donné, j'étais comme, OK, non, là, je peux pas faire sax, mémoire, travail, escalade, etc. Là, c'est comme vie sociale. Non, OK, ça marche pas. Je suis comme, OK, je vais pas faire du sax. Hein, tu sais. Dans le sens, ça va me demander trop de travail par rapport aux autres choses. Puis j'aime quand même la musique électronique en général. J'aime la musique acoustique aussi, mais je pense que je voulais vraiment creuser cet aspect-là. Avais-tu déjà certaines bases en synthèse ou est-ce que tu es vraiment arrivé dans ça comme à sec ou est-ce que tu étais dans le monde acoustique beaucoup avant? Peut-être que tu as collaboré avec d'autres personnes qui ont fait de la synthèse, mais toi, est-ce que tu avais des bases théoriques par rapport à la synthèse? Genre, non, j'avais pas de base théorique, mais je suis vite tombé dans les... Tu sais, comme je me suis commandé des ouvrages pour comme lire sur la synthèse, pour comme comprendre vraiment comment... Parce que pour moi, ça a toujours été ça, c'était comme... En fait, je suis pas capable de faire quelque chose à moitié, fait que je me suis dit, OK, je vais y aller 100%, fait que c'était comme les livres, comme peu importe, les sources de connaissances que je pouvais acquérir. Puis je pense que je m'y suis plongé rapidement, puis ça fitait, comme j'ai geeké sur le truc, là, tu sais. Ben, comme tu dis, ça te permet d'avoir cette espèce de rattachement à l'improvisation-là, mais avec une palette sonore tellement plus variée que beaucoup d'instruments comme le sax ou quoi que ce soit. Tu peux faire vraiment, vraiment beaucoup de trucs au sax, mais avant de te rendre là, tu as un bon 10 ans de pratique à faire. Tu sais. Dans le sens, c'est difficile aussi de faire de quoi au modulaire, je pense, qui est intéressant. Bien sûr, oui. Non, chacun a leurs difficultés, mais du moins sur la variété sonore, elle est déjà là, intrinsèque au modulaire, tandis que dans un autre instrument, tu as tellement de bases à atteindre avant d'aller dans les techniques étendues, puis d'avoir cette palette-là à ta disposition que le modulaire est peut-être un choix assez judicieux dans en prenant cette direction-là. Oui, c'est ça. Mais puis sinon, pour répondre à ta question, dans le sens avant, disons avec Philippe Vandal, lui joue du modulaire depuis quand même longtemps, depuis à peu près cette époque-là, 2014-15. OK. Donc, je suis toujours comme côtoyé le truc, mais c'était vraiment ça, c'était vraiment comme, c'est bien trop cher, tu sais. Puis je me disais, ça va me prendre tellement d'investissement comprendre comment ça marche. Pour finalement être quand même moins mystique, je pense, que ce qu'on peut imaginer que c'est. Là. C'est dans le sens qu'il y a une espèce de complexité, mais qui... Je pense que les nouveaux modules, disons, sont vraiment plus compliqués que straightforward. Là. Puis en fait, un affaire que je voulais dire tantôt, ce que j'aime du modulaire, puis ce qu'on disait par rapport au fait que même dans une page générative, ça va être impossible nécessairement de reproduire. Mais même juste le modulaire, peu importe, même que ça soit génératif ou pas, je pense qu'il y a quand même une difficulté à être
hyper précis. Bon, après ça, il y a des modules pour pouvoir vraiment ajuster le pitch au ping fin. Mais bon, c'est quand même des oscillateurs analogues. Il y a toujours un comme... Ça dérive toujours, ça détune toujours un petit peu, ou comme les potentiomètres sont pas... T'es pas au millimètre près, exactement. Puis je pense que pour moi, c'est pas de rechercher la précision totale, parce que ça, on pourrait le faire dans Max, tu sais. Ou dans n'importe quoi d'autre qui... Tu peux aller hyper précis au ping fin. Même, il y a différentes familles de synthétiseurs qui sont vraiment plus précises au ping fin, Ben oui. genre les Buchla, entre autres. Puis d'autres familles qui sont plus obscures, qui sont plus basées sur la réception. Même si tu comprends comment ils fonctionnent, il y a beaucoup de happy accidents ou de not so happy accidents. Mais c'est ça qui est le fun un peu avec le modulaire. C'est pour ça que je le lie à l'improvisation, parce que dans l'improvisation, il y a plein d'accidents, si on veut les appeler comme ça, qui sont heureux dans le sens, c'était comme, wow, OK, c'était vraiment un moment, tu sais. Ça t'apporte à des endroits, justement, que tu n'avais pas prévu. C'est ça, on dirait pour moi, c'est un peu comme... C'est ça que j'aime du truc génératif, c'est que je pars avec une idée, j'ai comme une intention comme forte, tu sais, j'entends quelque chose, comme je ressens quelque chose, puis là, je veux faire ça. Puis là, en le faisant, ça t'apporte ailleurs. Moi, je me laisse vraiment guider par... J'ai vraiment une intention, une direction, mais je suis pas... Des fois, je vais être entêté, puis je vais comme débrancher si ça marche, si ça s'en va pas où je veux m'en aller, tu sais. Mais souvent, je vais plutôt comme continuer, puis juste suivre la ligne où ça m'a amené, tu sais. Dans le sens... Souvent, je vais y arriver. Des fois, tu entends quelque chose, tu ressens quelque chose, tu le fais, puis t'es comme, ouais, dans le fond, bof, tu sais. Puis là, je sais pas, tu prends une autre direction, tu ajoutes des couches, tu rajoutes d'autres sons, d'autres thèmes, tu sculptes d'autres choses, puis c'est comme, ah, OK, là, tu t'en vas vers quelque part. Fait que, je sais pas, je me laisse vraiment guider par le processus même de, comme, jouer. Ouais. Puis, je pense, c'est ça pour moi, c'était comme important de faire, d'aller vers le modulaire, je pense, parce que j'aime les instruments, tu sais. C'était pour ça aussi le sax, ben, c'est comme un de mes instruments préférés. Mais j'ai envie de jouer d'un instrument. Même quand je compose, l'ordinateur, ça m'impatiente beaucoup. Comme, on est tout le temps devant nos écrans pour mille et une raisons, pour lire, pour rédiger, pour écouter, pour regarder, pour parler. C'est comme, on fait plein d'affaires, donc j'aime quand même l'aspect de jouer d'un instrument. Exact, c'est ça. Il y a comme un lien physique entre toi et comme la musique que tu fais. Avant de faire du modulaire, j'ai eu une pause, pas dans les années qui ont précédé. J'avais une pause plus guitare, no input, pédale, micro-montage dans mon ordi. Mais la partie micro-montage, ça m'a toujours comme... C'est pas la partie que j'aime le plus, tu sais. C'est pas ça qui me... Un DAW, c'est pas ton environnement, basically. Ben, comme j'essaie d'y trouver quelque chose, parce que je pense que ça... De me restreindre au modulaire, ça ferme ma pratique, puis ça la contraint, dans le sens... J'essaie de quand même me laisser une porte d'ouverture, une fenêtre, genre, pour comme amener ce que je fais dans le modulaire à d'autres endroits, tu sais, que j'aurais pas pensé, que j'aurais juste pas pu faire parce que j'ai pas ces modules-là, ou juste parce que c'est pas comme ça que tu travailles au modulaire, tu sais, tu découpes pas des morceaux. Puis non, c'est vraiment différent. Donc, je pense... Ouais, j'essaie d'avoir comme une pratique un peu hybride à ce niveau-là, puis comme tout l'aspect de transformation des sons, comme après que tu peux faire dans ton DAW de plein de manières différentes, ce que tu peux faire dans le modulaire, mais qui nécessite d'avoir un système un peu gigantesque. Ouais. Puis c'est aussi là que tu tombes dans le deep hole du modulaire, où c'est comme plus de modules, plus d'affaires, puis là, à un moment donné, t'as comme tellement d'options que c'est rendu un peu inopérant parce qu'il faut toujours t'apprendre un nouveau module. Ça revient un peu au même que l'ordinateur. C'est ça. Sky is the limit. Le truc de contraintes, autant que
peut-être que oui, ça te contraint à quelque chose, mais je pense que c'est une bonne chose de façon créative de justement pas avoir cet univers au complet là qui est à notre disposition. Dans les phases finales, c'est bien. Je pense que tu as raison d'avoir un mode hybride où est-ce que plus à la fin pour faire ton montage, puis peut-être retravailler certaines textures ou certains sons. Bon, toute la job de mixage aussi. Je pense qu'elle est vraiment plus simple et beaucoup moins dispendieuse à faire dans nos ordinateurs. C'est sûr. Mais pendant le mode de création, comme tu dis, le jouer Ableton ou jouer Reaper, ça se fait pas vraiment de la même manière que jouer un modulaire ou jouer d'un instrument en général. Tu sais. Mais je trouve ça super intéressant aussi de penser justement. Je pense que c'est un instrument qui te permet de bouger de la même manière que toi, tu bouges aussi. Hein? Tu peux swap out certains modules quand soit tu as fait le tour, il ne t'intéresse plus, ne fonctionne pas vraiment pour la perfo que tu veux faire ou pour les besoins que tu en as. Fait que tu achètes un autre petit morceau puis tu l'inclus à ton système. Fait qu'il y a toujours un peu cet apprentissage-là entre chaque module, surtout les nouveaux modules, comme tu as dit, qui ont tellement de sous-fonctions et de plein de modes de sur une combinaison de boutons ou quoi que ce soit, puis ça va faire des trucs. Donc, moi, en tout cas, personnellement, c'est un des trucs qui m'intéresse le plus au modulaire parce que mon intérêt est constamment renouvelé, puis mes connaissances le sont aussi. Fait que c'est super inspirant comme instrument, où est-ce qu'à chaque fois que j'ai un nouveau module, ça va m'apporter dans un autre univers sonore ou dans une autre manière d'écrire. Donc, je comprends. Mais je pense avec les nouveaux modules, justement, qui sont comme analogues, digitaux, il y a comme cette recherche-là de précision, dans le fond. Hein. Je pense qu'il y a comme plein de modes, plein d'affaires dans tout. Là. Mais dans le modulaire, c'est aussi quand même fort. Tu sais. Il y a comme ceux qui sont attachés, trad, pas d'écran, pas de menu diving, juste des knobs, un knob, une fonction, merci, bonsoir. Tu sais. Puis t'as ceux qui, genre, là, j'ai vu 4MS, ils font un module comme le méta-module, où tu as tous leurs modules dans un module dans le format digital. Puis à côté, il y a même, on m'a mis une extension où tu peux contrôler en Bluetooth. OK. Fait que là, on est vraiment, tu sais, c'est comme... Ça me fait penser un peu au Zoya de Empress ou de ce genre de module-là qui essaie de tout faire en même temps. Là. C'est ça. Mais je pense que c'est cool parce que tu peux avoir juste un module puis faire plein de choses. Mais comme on disait tantôt, on dirait que ça défie le truc de la contrainte, ou en tout cas, je pense d'essayer de se limiter, c'est de comment je peux penser ce que c'est pas cet instrument-là. Tu sais, un peu comme de sortir de comme, OK, d'habitude, je fais ça avec cet oscillateur-là, mais qu'est-ce qui fait que j'ai pas fait, ou comme comment je pourrais l'utiliser qui est pas sa fonction, en fait, pour essayer de, un peu comme... Je sais pas, un saxophoniste pourrait se mettre à souffler dans les clés. Tu sais, un peu... Détourner moi, c'est ça que je trouvais hyper inspirant de la passe, en fait. C'était à chaque fois de voir des gens faire des trucs avec des instruments classiques de manière complètement... Moi, c'est ça qui a transformé ma vision de la musique, ma vision de comment jouer, pratiquer, composer. C'était de voir des gens qui font des trucs avec des instruments de manière complètement... juste inusité, tu sais. Puis de comme, wow, OK, vraiment, d'être à chaque fois un peu brassé. Puis, ouais, je trouvais ça vraiment inspirant de voir ça, plus que de chercher, genre, une technicité ou comme... Une virtuosité, vraiment plus un feel, tu sais. Vraiment comme un truc, c'est viscéral quand tu joues. C'est personnel aussi beaucoup. Là, exact. D'essayer de ne pas trop ressembler à tout le monde dans sa pratique d'interprétation. Ça peut être, en tout cas, dans notre sphère, dans la pratique expérimentale, c'est bien recherché. Ben, on va s'arrêter là-dessus, je pense. Merci, Jacob, d'être venu nous jaser. Puis ben, on se revoit pour notre prochain épisode du podcast du SECO. Bye. Salut.